Alors, bonjour, bonsoir à tous et à toutes, et merci de nous suivre comme chaque semaine. Alors, ce soir, on vous parle des acides gras insaturés essentiels que sont les oméga 6. Alors, comment est-ce qu'ils sont composés, quelles sont les sources et quelles sont leurs utilités? Et aussi, à quoi faut-il faire attention? C'est ce que nous allons voir aujourd'hui avec Amine. Bonsoir Amine. Bonsoir Cédric et bonsoir tout le monde. Donc comme tu l'as bien précisé, donc les oméga 6 ce sont des acides gras polyinsaturés, Mhm. un peu comme les oméga 3 aussi, sauf que là on a toute une gamme d'acides gras oméga 6. Donc polyinsaturés, on va dire entre parenthèses par opposition aux monoinsaturés sont entre autres, par exemple, les oméga 9 ou même d'autres acides gras aussi, d'autres types d'acides gras également. Et donc, il y a aussi les acides gras saturés, comme vous le savez. Donc, les oméga 6, c'est une partie des acides gras polyinsaturés qui ont en général une longue chaîne. Ces acides gras à longue chaîne qu'on trouve entre autres dans les membranes cellulaires. Ça intervient dans l'immunité, dans tout un tas d'autres choses. Je suppose que c'est ce qu'on va essayer de discuter ce soir. Alors, juste une précision, pourquoi est-ce qu'on appelle ça des oméga 6? Oui, en fait, oméga 6, oméga 3, oméga Mhm. 9, oméga 12, oméga 7, tout ça, en fait, le chiffre ici 6, ça correspond en fait au fait que on a en fait un certain nombre de doubles liaisons dans ces acides gras oméga 6, oméga 3 ou même oméga 9 et autres. Ces doubles liaisons, en fait, il y en a un certain nombre. Par exemple, pour les oméga 6, on en a 3. Mhm. Et c'est la première double liaison va se trouver sur le sixième carbone. Et donc, c'est pour ça qu'on dit oméga 6. Si maintenant on parle d'oméga 3, cette première double liaison va se retrouver plutôt sur le troisième carbone. Et donc, Mhm. on dit oméga 3. Et pareil pour le oméga 9, oméga 12, oméga 7, etc. Donc, c'est en rapport avec la toute première liaison ou dans quel Mhm. carbone on la retrouve. C'est pour ça qu'on dit oméga 6. Oméga 6. OK. Hmm. Et alors, pourquoi est-ce qu'on considère souvent les oméga 6 comme pro-inflammatoires et est-ce qu'ils sont vraiment un pro-inflammatoire? Ben, c'est dans la plupart des situations, on dit que les oméga 6 sont pro-inflammatoires. Alors, en fait, il s'agit réellement d'un raccourci, concrètement. Alors, il est vrai qu'un certain type d'oméga 6 sont pro-inflammatoires. Là, je parle entre autres et surtout de l'acide arachidonique. L'acide arachidonique, c'est ce qui se trouve dans la dernière voie comme dernier métabolite de la voie de conversion des oméga 6. Donc, on a Mhm. l'acide linoléique, qui est le précurseur, en fait, qu'on trouve dans pas mal d'aliments, les graines, les noix, etc. Et puis, c'est converti par des désaturases et des élangases, donc des enzymes, en fait, dans la fameuse delta 6 désaturase, la plus Mhm. connue, qui est en fait la toute première désaturase qui intervient dans cette voie. Donc, c'est converti en GLA, acide gamma-linoléique, ensuite acide gamma-dihomolinoléique, et puis en acide arachidonique. Donc, on a ici les quatre types d'oméga 6. Un oméga 6 précurseur qui est l'acide linoléique, et puis on a trois autres qui sont bioactifs. Le gamma-linoléique, le dihomo-gamma-linoléique et l'acide arachidonique. Donc l'acide arachidonique qui se trouve à la fin de cette voie de conversion, c'est lui en fait qui est pro-inflammatoire. Il est pro-inflammatoire parce que tout simplement il est précurseur des prostaglandines E2, ce qu'on dit Mhm. les euh, écosanoïdes de série 2. Ce sont des pro-inflammatoires. Les autres, non. Les autres ne le sont pas. Le gamma-linoléique et le dihomo-gamma-linoléique, ce qu'on dit les GLA et le DGLA, Mhm. ceux-là ne sont pas pro-inflammatoires et le DGLA est même anti-inflammatoire. Le DGLA est un précurseur des écosanoïdes qui sont de série 1, donc les prostaglandines E1,
qui sont des anti-inflammatoires, en fait, et qui agissent sur un tas d'autres voies. Ils ont un effet vasodilatateur, etc. Donc, ils ont un effet décongestionnant et d'autres effets aussi. Et le GLA, qui est le précurseur, en fait, du TGLA, lui, il a aussi une action anti-inflammatoire, mais qui est beaucoup moins importante que le DGLA. C'est le DGLA principalement qui a cette action anti-inflammatoire. Et donc, le GLA, il a une petite action anti-inflammatoire, mais sa principale action anti-inflammatoire, ça passe forcément par le DGLA, le fait qu'il soit précurseur du DGLA. Donc, encore une fois, c'est plus complexe que ce qu'on pourrait dire ou ce qu'on pourrait penser. On a l'acide arachidonique qui est pro-inflammatoire et on a les autres qui sont plus ou moins anti-inflammatoires. Et dans ce sens-là, même l'acide arachidonique qui est pro-inflammatoire, bah, il est nécessaire en fait. C'est un immunostimulant. Donc, en cas d'infection, en cas de processus précancéreux, etc., on a besoin d'acide arachidonique pour que l'inflammation fonctionne. Et je rappelle que l'inflammation, c'est l'activité du système immunitaire, une certaine activité du système immunitaire, parce qu'il y a différentes voies dans le système immunitaire. Et donc, l'acide arachidonique est pro-inflammatoire, oui, hein, quand il y en a trop, mais il est essentiel pour l'immunité, entre autres. Alors, est-ce que tu peux nous parler des principales voies métaboliques de ces oméga-6? Bah, il y a beaucoup de voies métaboliques dans lesquelles interviennent les Mhm. oméga-6 et je dirais qu'il y a plus de voies métaboliques dans lesquelles les oméga-6 interviennent que les oméga-3, parce que souvent on parle des oméga-3 comme étant des acides gras essentiels et qui sont beaucoup plus intéressants que les oméga-6. Alors ici, il ne s'agit pas de faire une comparaison ou même une sorte de compétition entre les deux, Oui. mais il est une évidence que les oméga-6 sont beaucoup plus, on va dire, variés en termes d'action métabolique. Entre autres, par Mhm. exemple, une action sur la synthèse de l'œstrogène, par exemple, un effet immunostimulant, comme je disais, à travers l'acide arachidonique. Alors, ce qui est très connu aussi par rapport aux oméga-6, c'est les effets sur la peau, les muqueuses, les fanères en Les général, la fanères, oui. qualité de la peau, la qualité des cheveux, des ongles, etc. Et donc, ça, c'est dû à la capacité de rétention d'eau qu'on a au niveau de la peau. S'il y a très peu d'oméga-6 et un déficit en oméga-6, on va avoir cette problématique de sécheresse de la peau avec tout ce que ça va Mhm. engendrer, donc l'irritation de la peau, l'inflammation de la peau, dermatite, etc., ce genre de problématiques. Et puis, il y a un vieillissement plus rapide de Mhm. la peau et des muqueuses aussi, surtout. Et en ce qui concerne la sécheresse, on a une sécheresse de la peau, on a aussi une sécheresse des muqueuses, en général, qui Mhm. pourrait se manifester aussi par une sécheresse vaginale également, Mhm. entre autres. Et puis, on a également toutes les actions qui sont en rapport avec le DGLA, donc en rapport avec les prostaglandines E1, comme je l'ai expliqué avant. Et donc, ces effets-là sont, par exemple, les effets sur la régénération tissulaire et les processus de réparation. Mhm. Donc, ça, c'est un rôle essentiel du DGLA notamment. On a aussi un effet notamment sur le développement chez le fœtus et donc le bébé, un développement global de tous les tissus et également, en ce qui concerne l'acide arachidonique, développement du système nerveux. C'est pour ça qu'on trouve maintenant un peu partout, sur recommandation d'ailleurs de l'OMS et de l'EFSA, en plus donc du DHA, qui est une des formes bioactives des oméga-3, on trouve l'acide arachidonique dans les préparations pour nourrissons. Préparation, donc le lait pour nourrissons à différents âges et surtout les laits de premier âge, entre autres. Donc c'est l'une des raisons qui fait qu'on rajoute ça. Euh, Qu'est-ce qu'on a d'autre par rapport à donc, on a aussi par rapport au DGLA aussi donc l'effet également sur la coagulation. Mhm. Donc, c'est un effet procoagulant. C'est pour ça que les oméga-6 sont procoagulants et les oméga-3, c'est un peu l'inverse. Donc, c'est des anticoagulants, même s'ils n'agissent pas directement sur la coagulation, mais plutôt sur tout ce qui est
agrégation plaquettaire. Mhm. En tout cas, ça agit sur le processus d'hémostase. Quand on agit sur une des phases, ça agit aussi sur la coagulation. Également, un effet vasodilatateur. Ça, c'est aussi ce qu'on obtient avec le DGLA. Donc, une dilatation des vaisseaux, une dilatation des branches aussi. C'est un bronchodilatateur et à la fois un vasodilatateur. D'ailleurs, on a même un médicament, en fait, qui est en Mhm. fait, la molécule, c'est la prostaglandine E1, qu'on utilise justement pour son effet vasodilatateur, anti-inflammatoire et également bronchodilatateur aussi. Donc et apparemment ça aurait aussi des effets intéressants sur les reins en diminuant la pression intraglomérulaire au niveau rénal. Donc ça aurait un effet protecteur aussi. Donc et donc à ce moment-là, le DGLA pourrait avoir aussi ses effets, à moindre degré bien sûr. C'est pas la même chose que les prostaglandines E1 directement introduits directement comme médicament. Donc ça a quand même une large gamme d'effets. Et quand on compare, alors ça c'est juste un résumé, hein, c'est Mhm. des exemples hein, d'effets métaboliques, parce que sinon il y en a beaucoup, Ouais. beaucoup trop, on ne pourra pas les présenter tous ici. Mais si quand on compare en fait avec toute la gamme des effets métaboliques des oméga 3, ben, on trouve que les oméga 6 sont impliqués dans beaucoup plus de voies que les oméga 3. Mhm. Et est-ce qu'il peut y avoir des carences? Est-ce que c'est régulier d'avoir des carences? Alors, les carences en oméga 6 sont beaucoup plus fréquentes que ce qu'on pourrait penser. Mhm. Souvent, on parle toujours des oméga 3, il faut plus d'oméga 3, moins d'oméga 6. Il est vrai que dans la population générale, on a, avec le mode alimentaire actuel occidental à l'américaine, on va dire, on a beaucoup de accès à beaucoup d'oméga 6, on va dire, dans Mhm. l'alimentation et beaucoup moins d'oméga 3. Bon, ce qui est tout à fait normal déjà, vu la structure de l'alimentation qu'on a actuellement, puisqu'en fait, les meilleures sources d'oméga 3, c'est le poisson. Et c'est pas tout le monde qui mange du poisson. Et même si on prendrait du poisson, il y a aussi cette problématique de toxicité des métaux lourds, du mercure avec le poisson ou d'autres problématiques aussi de toxicité dans le poisson. Donc, même si on décide de manger du poisson, on pourrait pas le manger tous les jours si c'est disponible déjà. Et donc, c'est ça qui fait que déjà, oui, on a moins de carences, on va dire, en termes de prévalence des oméga 6 par rapport comparé aux oméga 3 ou aux oméga 9. Mais par contre, si on prend par exemple prenons par exemple des statistiques de l'ANSES, hein, Mhm. sur les carences en ces acides aminés-là, entre autres oméga 6 en France, on a des carences qui sont en fait de l'ordre d'à peu près 63%. Un rapport de l'ANSES de 2000, je crois, de septembre 2015 hein, indique qu'on a une carence en France une prévalence de carence en oméga 6 de 63%. Et ça monte à 68% quand il s'agit de la tranche d'âge jeune, en fait, de 18 à 34 ou 35 ans. Donc, on a encore plus de prévalence de carence en oméga 6. Donc, ça fait à peu près 2 personnes sur 3. Hein, les 2 tiers à peu près. Hein. C'est pas rien. Maintenant, il est clair que si on compare avec les carences, la prévalence des carences en oméga 3 et en oméga 9, là, on est au-dessus des 90%. 90%, 95%. En fait, quand on est sur la tranche d'âge des plus jeunes, donc 18, 34, 35 ans, là, on est sur des prévalences qui sont un peu plus importantes. C'est-à-dire, ça monte de 5-6% à peu près, en général, par rapport à la population générale. Donc, oui, les oméga 9, les oméga 3 manquent beaucoup plus hein, que les oméga 6 dans la population générale, mais les oméga 6, la prévalence de sa carence est pas du tout négligeable. C'est c'est des statistiques officielles en fait. Hein, et je ne pense pas que ça soit très différent dans d'autres pays, du moins des pays européens. Et du coup, mais quels sont les symptômes d'une carence? Euh,
Ben, c'est des symptômes qui sont en rapport avec une baisse de l'immunité déjà. Mhm. Ce que l'on peut constater assez facilement, donc baisse de l'immunité, c'est des infections à répétition, des infections gastro-intestinales, des infections au niveau des muqueuses, par exemple des vaginoses infectieuses, etc. Mhm. Mais aussi, surtout, ce qui pourrait être constaté rapidement, c'est la qualité de la peau et des cheveux qui diminue. Donc, une peau fine, très fine, sèche, Mhm. très irritée, une peau, on va dire, qui est exposée à un tas de problématiques comme l'acné, par exemple, comme des dermatites atopiques, comme du psoriasis, etc. Donc, toutes ces maladies-là peuvent s'installer beaucoup plus facilement. Donc ça, c'est déjà en termes de peau, muqueuse, cheveux, fanère en général. Bon, ça se voit assez rapidement et assez facilement. Donc on a la fameuse, comme je disais tout à l'heure, sécheresse vaginale, donc qui est souvent due à ce déficit en oméga 6. On a aussi une baisse de la production d'œstrogène avec la baisse des oméga 6. Donc ça, c'est aussi avec toutes les répercussions que ça pourrait avoir hein, sur la fertilité, sur également tous les symptômes là, de déficit en oestrogène qu'on peut avoir, les bouffées de chaleur, etc. Surtout aussi tout ce qui est régénération tissulaire, parce que les oestrogènes, mis à part leur effet sur l'appareil reproducteur, ils ont aussi un effet global sur aussi la qualité de la peau, la qualité des cheveux, la régénération des muqueuses et des tissus en général, les mésenchymes. Et donc là aussi, ça peut s'altérer et ça pourrait être constaté sur le moyen et long terme également. Mhm. Plus, comme je disais, euh, des problèmes de l'immunité et surtout donc des infections à répétition, mais aussi des allergies également, apparition d'allergies ou installation. Si maintenant la carence est là depuis un certain temps, il pourrait y avoir une installation carrément d'un terrain allergique Mhm. ou un terrain infectieux. Euh, ce qui est le plus fréquent, on va dire, c'est le terrain infectieux. Et du coup, dans quoi est-ce qu'on peut retrouver tous ces oméga 6? Il y a donc dans l'alimentation, on a beaucoup plus de sources d'oméga Mhm. 6, comme je disais, que d'oméga 3. Oui. Et donc là, c'est la plupart des graines. Les graines, en Mhm. général, graines de euh, Cartam, par exemple, de Grenoble, des noix de Grenoble, les noix de pin, par exemple, Mhm. les pépins de raisin, etc. Donc, tout ça contient des oméga 6. Ça Mhm. contient le plus souvent et beaucoup plus de l'acide linoléique, donc le précurseur, en fait. Le précurseur, il n'est pas bioactif. Il faut qu'il passe, comme je disais, par cette chaîne-là de désaturase et d'élangase qui crée les formes bioactives. Et sinon, il y a aussi les huiles de ces mêmes graines qui sont beaucoup plus concentrées, ce qui est tout à fait normal. Les huiles, ça contient euh, donc les graisses hein, qu'on Mhm. trouve dans ces graines. Et donc là, ça contient une plus grande quantité. Donc, on peut citer entre autres les huiles de germe de blé, les huiles de soja, les huiles de maïs, les huiles de cartame et ainsi de suite. Et puis, qu'est-ce qu'on a d'autre? Il y a aussi donc les sources. Alors ça, c'est les sources des précurseurs. Donc le précurseur qui Oui. est l'acide linoléique. Et puis, il y a aussi des sources qui sont beaucoup plus rares, où on trouve notamment le GLA. Mhm. Donc la première forme bioactive qui est précurseur des deux autres formes, donc le DGLA et l'acide arachidonique. Mhm. Et là, c'est notamment l'onagre, la bourrache et aussi les pépins de cassis également. Donc là, l'onagre quand même et la bourrache sont les meilleures sources d'oméga 6 GLA, acide gamma-linoléique, qui donne l'acide dit homogamma-linoléique, qui est en fait une isoforme, en fait, un énantiomère. Maintenant, dans l'onagre et la bourrache, on peut aussi trouver du DGLA. Par Mhm. contre, on le trouve beaucoup moins que le GLA et il est euh, relativement instable.
par rapport au GLA. Donc, c'est pour ça qu'on préfère donc titrer en GLA et prendre directement et utiliser ce GLA pour le convertir en DGLA. Donc, mais en tout cas, onagre et bourrache sont les meilleures sources de ce GLA. Et les autres formes, on les trouve dans l'alimentation. Alors, ça se convertit plus ou moins parce que la delta-6-désaturase, elle présente en fait plusieurs limitations. Entre autres, il y a pas mal de cofacteurs à la delta-6-désaturase. C'est l'enzyme, comme je disais avant, qui convertit le précurseur acide linoléique en GLA. Et donc, il y a plusieurs limitations, entre autres les cofacteurs, les vitamines du groupe B, le zinc, etc. Donc, on peut, si on manque de certains de ces cofacteurs, on peut avoir une baisse de cette activité de cette enzyme et donc on va avoir une baisse de la conversion aussi. Et il y a aussi des polymorphismes génétiques sur cette delta-6-désaturase qui pourrait ralentir l'activité aussi de cette delta-6-désaturase. Et puis, il y a plein d'autres facteurs aussi qui peuvent ralentir son activité. Maintenant, pour les oméga-6, dans l'alimentation, ça pose moins de problématiques parce que, comme je disais, on a un tas d'aliments qui contiennent l'acide linoléique, donc on les prend en quantité importante en général. C'est pas comme les oméga 3 où on trouve dans les graines de lin où c'est la meilleure source. Je parle ici de l'acide alpha-linolénique qui est le précurseur des oméga 3. Et sinon, il y a un petit peu dans le colza et quelques autres graines, mais c'est pas énorme. Donc on doit manger du poisson pour ça. Et donc c'est pour ça qu'il est important de prendre des sources qui contiennent le GLA pour contourner en fait cette problématique avec la delta-6-désaturase. Alors, justement, pour revenir sur l'onagre bourrache, on a sorti un produit il y a peu de temps chez Nutrilogix, son laboratoire NRD, onagre bourrache, qui s'appelle aussi simplement que ça. Est-ce que tu peux nous parler de ces effets, justement, de ce produit sur la santé? C'est un produit qui contient en fait les deux meilleures sources de GLA, donc oui, d'oméga 6 bioactifs. Et donc là, parmi les indications, entre autres, on a par exemple le syndrome prémenstruel, les douleurs menstruelles en général, tout ce qu'on a expliqué avant par rapport à la qualité de la peau et des fanères, par rapport à la régénération des tissus. On avait parlé aussi du fait que ça améliore la synthèse de l'œstrogène. Et donc là, par exemple, pour la femme ménopausée qui a des problématiques, par exemple, de bouffées de chaleur, de sauts d'humeur, des troubles de sommeil, etc. Donc ça pourrait aussi aider à améliorer ces troubles également. Et donc, tout ce qui est en rapport avec le vieillissement de la peau, l'apparition de ridules, de rides, la sécheresse de la peau, les dermatites atopiques, l'acné, tout ça, donc la sécheresse vaginale, etc. Donc, tout ça peut être amélioré aussi par les oméga-6. Bien sûr, tout ça est souvent lié à un déficit en oméga-6, en fait. Et donc, les GLA, par le biais notamment du DGLA, peuvent avoir aussi un effet cardioprotecteur et neuroprotecteur en plus, par le biais du DGLA et donc des prostaglandines E1 avec ce qu'on avait dit, cet effet anti-inflammatoire et vasodilatateur, etc. Et donc, ça convient très bien aussi pour les personnes qui ne consomment pas suffisamment de sources d'oméga 6. Et donc, on avait cité notamment les statistiques de l'ANSES. 2 personnes sur 3 à peu près ont un déficit ou un manque d'oméga 6. Donc, c'est à peu près cela les applications de ces oméga 6. Alors, on a bien compris dans tes explications tout à l'heure qu'il y avait une importance sur l'équilibre oméga 6, oméga 3. Est-ce que tu peux nous parler de ce déséquilibre et surtout nous dire dans quel ratio c'est recommandé en fait? Oui, ça c'est une question très importante, le ratio oméga 6, oméga 3, parce que là, bon, on est obligé de parler des oméga 6 parce que le sujet est oméga 6, comme on avait parlé auparavant des oméga 3 aussi. Le sujet était oméga 3, mais on voit bien qu'on ne peut pas parler des oméga 6 sans parler des oméga 3. De l'un sans l'autre. Voilà. Donc, c'est quelque chose de très important. On a un ratio, pourquoi? Parce que métaboliquement parlant, du moins au niveau inflammatoire,
Mhm. Donc, au niveau, en gros, quand on dit au niveau inflammatoire, comprenez au niveau de l'activité du système immunitaire. Du moins, on a une opposition, une sorte d'antagonisme entre les deux, ne serait-ce que entre deux formes bioactives de l'un et de l'autre. D'une part, pour les oméga 6, l'acide arachidonique, donc pro-inflammatoire, donc immunostimulant, Ouais. et les oméga 3 qui sont donc représentés principalement par les EPA. Les EPA, alors il y a les DHA aussi qui sont anti-inflammatoires, mais les DHA, ils ont beaucoup plus de tropisme pour un certain nombre de tissus, comme par exemple, ils sont cardioprotecteurs ou neuroprotecteurs. On les trouve aussi dans tous les autres tissus, mais beaucoup moins que, en termes d'effet, en termes de présence, beaucoup moins que l'EPA. C'est pour ça que l'EPA est plutôt l'antagoniste principal de l'acide arachidonique. Il a une activité inflammatoire à large spectre. Et donc cet équilibre-là, qui est un équilibre inflammatoire, on va dire, entre les oméga 6 et oméga 3, il faudrait qu'il se traduise en fait au niveau alimentaire. Et donc au niveau alimentaire, actuellement, on est sur un ratio, donc actuellement, c'est-à-dire dans ce qui est consommé dans notre alimentation quotidienne, en Occident, on est sur à peu près un ratio de 10 pour 1 jusqu'à 20 pour 1. Donc, oméga 6, ratio oméga 6, oméga 3. Donc, 10 fois plus, voire 20 fois plus d'oméga 6 consommé que d'oméga 3. Donc, ce qui est quand même. Alors, ce ratio est quand même. Euh, c'est des informations qui viennent quand même d'études le plus souvent américaines. Et donc, ça pourrait être un petit peu exagéré, hein, je dirais, comparé au style Ouais. de vie en Europe, c'est qui est un petit peu plus sain, hein, on va dire, que aux États-Unis. Euh, Maintenant, bon, on n'est pas très loin, hein. On n'est pas très loin des 10 pour 1 aussi, hein. Et donc, le ratio idéal ici serait normalement, le mieux, c'est que ça soit de 1 pour 1. Donc, ou alors au maximum, au grand maximum de 4 pour 1. Mhm. Mais 4 pour 1, c'est déjà, on va dire, moyen. Donc, le mieux, c'est 1 pour 1. 1 pour 1 en termes de quantité consommée d'oméga 6 et d'oméga 3. Maintenant, on ne va pas aller calculer tous les jours la quantité d'oméga 6 et Mhm. d'oméga 3 qu'on a consommé. On a compris. Ben, le but ici, c'est de réduire tout ce qui est alimentation, euh, on va dire, de mauvaise qualité, transformée, fast-food, etc., qui contiennent beaucoup de graisses, à la fois saturées et aussi des oméga 6, et donc d'intégrer, donc de réduire cet apport-là, de garder l'apport sain, bien sûr, hein, les graines, les Ouais. noix, les huiles, tout ça, on peut les garder, hein, il ne faut pas quand même trop exagérer sur ça, mais on peut les garder et donc intégrer des sources, que ce soit d'origine végétale ou d'origine animale, d'oméga 3. Donc principalement, la meilleure source, bien entendu, c'est le poisson. Et Mhm. puis, bon, le poisson, les produits de la mer en général, et surtout le poisson gras, donc les sardines, saumon, etc. Et intégrer aussi les graines de lin, notamment, l'huile de colza aussi, qui contient un peu d'acide alpha-linolénique également. Et donc, c'est d'équilibrer, en fait, de façon raisonnable, on va dire. C'est un arbitrage diététique qu'on fait Mhm. de façon spontanée, on va dire. Donc, c'est dans ce sens-là. D'accord, merci. J'ai une question, pardon, j'ai une question de Lenka qui nous demande est-ce que dans les algues, on a des, je fais juste la parenthèse, est-ce que dans les algues, on a des oméga 3? Oui, on peut avoir des oméga 3 aussi dans les algues. Les oméga 3, en fait, ils sont partout où. Alors, j'avais parlé des poissons gras, Mhm. mais il y a aussi tout ce qui est zooplancton, Ouais.
Un certain nombre d'algues aussi contiennent un peu d'oméga 3, pas beaucoup, mais on trouve aussi des oméga 3 dans les algues. Tout simplement, alors, vous pouvez revenir sur la vidéo qu'on a faite auparavant sur les J'allais le oméga dire, 3. ouais, ouais, Voilà, ça j'allais le dire. explique très très bien Mhm. comment, enfin, la signification concrètement des oméga 3 et pourquoi les poissons et les autres espèces marines peuvent produire des oméga 3. Mhm. Alors, Yasmina qui nous demande si on a un dosage à recommander pour les en cas de bouffée de chaleur et dans les syndromes prémenstruels dans notre produit qui est huile, onagre et bourrache. En général, alors les dosages devraient bien sûr être fixés par le médecin ou Mhm. le thérapeute ou les spécialistes parce que tous les patients n'ont pas la même intensité de symptômes, le même type de symptômes et donc le même besoin. Mais on va dire que globalement, ça va de 1 gramme et demi à peu près, hein, jusqu'à quelques grammes par jour. Bien sûr, quand il y a indication à ça. D'accord. Ici, juste pour information, hein, sur notre produit bourrache plus onagre, en huile de bourrache, on est pour 3 capsules à 750 mg et en huile d'onagre à 750 mg également, hein, ce qui nous donne Oui, en GLA un total de 217 mg. c'est Et de la cela. vitamine E, évidemment. Oui. Donc, Donc, ça, à peu près des doses de 1 gramme et demi. mhm, À c'est ça, oui. 750, c'est 1 gramme et demi. Ça, c'est, on va dire, une bonne dose. Et puis, en fonction de la situation, le thérapeute peut décider de donner plus. Ouais. Et j'avais une dernière question, je pense que je l'ai perdue. Je l'ai perdue. Et si je la retrouve, je l'écrirai. Ça va? Je vous souhaite à tous et à toutes une excellente soirée. Prenez soin de vous, prenez soin de ceux que vous aimez. Amine, merci pour toutes ces belles explications. Comme chaque lundi, on se retrouve lundi prochain. Ah, tu as coupé ton micro avant de nous dire au revoir. Ah, Voilà. ça s'est coupé tout seul. Je ne sais pas pourquoi. Donc, je disais merci beaucoup, comme d'habitude. Et donc, à la semaine prochaine. Merci, au revoir. Salut, au revoir.